Ok, alors on est de retour. On a travaillé sur le système respiratoire. On a terminé lors du dernier vidéo en examinant les poumons, des poumons qui sont le système le plus avancé pour la respiration cellulaire. Euh, Quelques petites choses à souligner quand on fait affaire aux, aux poumons, c'est juste ici, il y a trois petits points dans tes notes ou dans vos notes qui indiquent que euh, quand on travaille des poumons, nous, les êtres humains, comme je l'avais dessiné lors du dernier vidéo, nous, euh, notre système respiratoire, nous avons deux poumons. Il existe des animaux qui en ont rien qu'un, et puis même nous, en tant qu'animaux, on peut vivre avec seulement un poumon. Deux poumons, bien sûr, c'est plus performant qu'un poumon, mais finalement, avec un poumon, on peut quand même vivre. Le deuxième petit point que je voulais juste souligner ici, c'est que un mécanisme de mise en contact de l'air avec la surface pulmonaire. En d'autres mots, l'air fait contact direct avec les alvéoles, comme j'avais dessiné, les petites poches, les petits sacs euh, où il y a cet échange de gaz. Euh, Ces sacs-là, l'intérieur est exposé à l'air que l'on inspire. Alors, c'est là où se fait l'échange d'air, où l'oxygène entre dans notre système sanguin et le dioxyde de carbone, lui, quitte notre système sanguin. Bien sûr, le dioxyde de carbone, pour nous comme êtres humains ou comme un mammifère, est un gaz, euh, c'est un gaz poison pour nous. Alors, on veut pas en avoir trop. Alors, on peut quand même supporter un certain pourcentage de dioxyde de carbone, mais à un moment donné, on peut suffoquer si euh, euh, on en a trop. Alors, on doit quand même optimiser la quantité d'oxygène et se libérer de ce dioxyde de carbone qui est un déchet constant qu'on produit en respirant. Et la dernière chose à souligner, c'est qu'un système circulatoire qui sert à transporter l'oxygène entre les poumons et les autres organes ou tissus organismes. Alors, les poumons, ici, qu'est-ce qui arrive? C'est là où que se fait l'échange d'air. Maintenant, cet oxygène doit se rendre partout dans le corps. Alors, il ne va pas se rendre partout juste où sont les poumons. Il va se rendre partout grâce au système circulatoire, au système sanguin, alors nos vaisseaux sanguins qui se propagent partout dans notre corps. Si on va à l'ancien système, le système trachéal va aussi être intégré avec un système sanguin puis c'est ce système sanguin-là qui va permettre à l'oxygène de se rendre partout dans le corps. Quand on a des poissons, eux autres aussi ont un système sanguin qui permet à l'oxygène de circuler dans le corps, tandis que quand on va dans les deux derniers, la diffusion et la respiration cutanée, ces organismes-là n'ont pas besoin de système sanguin parce qu'ils sont tellement petits et c'est assez efficace. La diffusion suffit euh, pour que le sang se propage partout dans leur corps. Alors ça, c'est l'introduction aux différents systèmes respiratoires des animaux. Alors on va regarder plus spécifiquement par contre au système respiratoire euh, des mammifères. Donc, nous, on est des mammifères. On peut parler des chiens, des vaches, des chevaux, et même des baleines et des dauphins. Les dauphins sont des mammifères. Donc, ils ont le même type de système respiratoire que nous. Alors, si vous voulez suivre avec le paquet de photocopie, ça c'est bien. Ou vous pouvez suivre en suivant dans le paquet, le livre de Biologie 11 à la page 256, où qu'on commence à regarder un petit peu plus en détail les différentes parties du système respiratoire mammifère. Et puis nous autres, on va étudier surtout le système respiratoire de l'être humain, parce que c'est celui qui nous concerne le plus. Alors vous allez avoir des différents diagrammes ici
avec un peu l'anatomie des différentes parties du système respiratoire. Ici, on a un diagramme plus ou moins simple. Et puis, si on regarde dans le manuel, okay, vous allez voir, puis je vais essayer d'enlever le glare ici. Si je fais ça un peu. Je vais bouger ma source lumineuse un petit peu. OK. En tout cas, si on regarde à cette image-là, vous allez voir que on a bien sûr une image beaucoup plus détaillée avec beaucoup plus de détails puis beaucoup plus de parties qui sont bien indiquées. Il y a plus de parties indiquées un peu plus loin ici, mais ça c'est plus bas. Ici c'est plus vers le haut. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter trop sur les détails, mais vous allez sûrement avoir, quand ça va venir à un examen d'unité ou la première examen que vous allez rencontrer, vous allez sans doute avoir un petit peu d'anatomie. Alors, il va falloir vous mémoriser quelle partie c'est quoi. OK? Alors, si on regarde au système respiratoire mammifère, bien sûr, pour nous, pour l'être humain, ça commence à la tête. OK? Nous avons deux entrées où l'air peut rentrer. On a bien sûr la bouche et on a la cavité nasale ou le nez. OK? En général, la majorité des mammifères vont utiliser leur nez pour respirer. Cela étant dit, des fois on a un rhume, des fois on est tout congestionné, puis la bouche peut faire la job. La bouche, c'est pas la meilleure place à respirer à travers, parce qu'on ne peut pas respirer et manger en même temps. On ne peut pas respirer et parler nécessairement très bien en même temps, mais ça peut fonctionner. On peut survivre si on a juste accès à la respiration à travers la bouche. Donc, on pourrait dire que le nez est un petit peu... on pourrait dire que c'est optionnel. Cela étant dit, respirer par le nez est beaucoup mieux, beaucoup plus sécuritaire. On a tendance à tomber moins malade quand on respire avec le nez que quand on respire avec la bouche, parce que le nez est fait pour filtrer l'air, pour s'assurer qu'on a que l'air qui rentre dans nos poumons soit bien humidifié avant que ça rentre dans nos poumons. Parce qu'on se souvient, pour avoir cet échange d'air dans nos poumons, on a besoin d'avoir une région humide. Et puis, la première étape, c'est d'humidifier l'air. Et puis, le nez sert à ça. Ça, c'est pourquoi on a du mucus dans notre cavité nasale. Et ça, c'est une des raisons, c'est pour ajouter de l'humidité à l'air. Le mucus est aussi là pour, bien sûr, capter toutes les particules aériennes qui pourraient entrer dans nos poumons. Ça nous protège de la poussière, des allergènes, toutes sortes d'affaires de même. C'est pourquoi que notre corps va réagir quand on a des allergies, va produire plus de mucus parce que le mucus commence à devenir saturé. Et puis notre corps dit « Hey, on a des choses qui rentrent dans le corps qui ne sont pas supposées, on a besoin de produire du mucus. » Quand on a un rhume, c'est un peu un système de défense. Malheureusement, c'est pas toujours plaisant. Donc, on a les narines, on a la bouche. L'air rentre par les narines, l'air entre par la bouche et va se joindre ensemble, va passer à la cavité nasale et va se rejoindre à la place qu'on appelle le pharynx. Okay? Le pharynx, puis vous allez voir, il y a un peu une définition puis une description ici. Okay? Le pharynx, ça c'est la partie du tube digestif qui relie l'œsophage et la bouche. OK? Alors, en fait, je vais dessiner un petit peu un dessin parce que c'est pas super évident ici. OK? Mais si on regarde à l'être humain, on a la cavité nasale qui est comme un trou ici où l'air entre. OK? Ça, on va dire que ça c'est un nez. Ça, c'est vraiment pas une belle image, mais OK, on va faire un nez comme ça. OK? Puis là, on va faire une bouche. C'est une personne qui a la bouche bien ouverte. Alors, l'air entre par le nez. On a la cavité nasale ici. OK? Et ensuite, on a la bouche, qui est une autre cavité ici. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que les deux, la bouche et le nez, vont se rejoindre à un même point. Maintenant, à ce point-là, on a deux tuyaux. On a deux différents... là, je peux dessiner un peu comme ça. C'est difficile à voir, mais sur un côté, OK, on va avoir le pharynx. OK?
Sur l'autre côté, ok, on va voir le trachée. Ou la trachée. Ok. Maintenant, on va voir ici, direct à ce joint ici, la glotte. Puis la glotte, c'est le tube qui amène l'air au poumon. OK? Et puis on va avoir direct en dessous, on va avoir un petit morceau de peau. Puis si je prendrais une loupe pour regarder un petit peu plus près, on a nos deux tuyaux, on va dire, qui ressemblent à quelque chose de même. OK? Puis on va avoir un petit morceau de peau, comme ça. Ça, c'est l'épiglotte. Maintenant, on a un tuyau pour l'air, puis un tuyau pour la nourriture. OK? Le manger. Puis l'eau. OK? Alors, l'épiglotte, elle va faire en sorte qu'un soit ouvert ou l'autre soit fermé au bon moment. Alors, quand on respire de façon normalement, l'épiglotte, elle ferme ce côté-ci. Comme ça, notre air ne rentre pas dans notre estomac. Et puis, ça, c'est quand on absorbe l'air dans l'estomac, ça nous crée à faire avoir des rotes. C'est quand on boit une grosse boisson gazeuse, on veut juste roter parce qu'on ingeste un liquide qui relâche des gaz. Puis ces gaz s'accumulent dans notre estomac, puis il faut que ça sorte. Alors, quand on respire, l'épiglotte est sur un côté. Et puis, quand on mange, puis on veut avaler, okay, notre épiglotte elle va sur l'autre côté. Puis elle bloque ce côté-là, puis elle ouvre ce côté-là pour que la nourriture puisse aller à l'intérieur de notre estomac. Maintenant, il arrive des fois, ok, on va manger quelque chose, et puis l'épiglotte, elle ne bouge pas assez vite, puis ça va se coincer juste ici. Ok, ça c'est quand on s'étouffe. Alors quand on s'étouffe, ok, des fois, on a un morceau qui passe l'épiglotte par accident, et puis on a la difficulté à respirer. Maintenant, normalement, ça, c'est pas une bonne chose. On veut pas que la nourriture rentre dans nos poumons. Ça, c'est pas une bonne chose. Alors, on va avoir besoin... D'habitude, juste en toussant, l'action de tousser, OK? Qu'est-ce qui arrive quand on tousse? On sort des grandes quantités d'air de nos poumons. Puis ça, on espère que ça repousse le morceau vers le haut pour que ça puisse revenir puis passer par le trou de nourriture. Mais si, bien sûr, si on s'étouffe vraiment, là, il faut bien sûr demander de l'aide, mais il faut aider à ce morceau-là de ressortir. On veut absolument pas que ça rentre dans nos poumons. Alors, l'épiglotte est là pour nous protéger. À l'intérieur de nos poumons, dans notre gorge, on a aussi le larynx, okay, qui est un petit peu plus haut, qui se trouve ici. Puis on peut le voir ici, les cordes vocales et le larynx. Puis c'est au larynx où on retrouve les cordes vocales. Alors les cordes vocales, ça c'est... OK, on va voir l'air rentre ici. OK, on a la trachée. Puis l'autre côté ici, on a le larynx. Alors le larynx, c'est là où les cordes vocales ils vibrent. Puis c'est comme ça qu'on peut faire la voix. Alors quand on parle, on expire de l'air en parlant. L'air sort de notre bouche. Puis ces petites cordes vocales-là vibrent. Puis c'est comme ça qu'on peut faire tous les sons de notre bouche. Puis, bien sûr, la trachée après les cordes vocales. Bien sûr, quand on mange, les cordes vocales sont détendues, sont ouvertes, la nourriture passe. Et puis, quand on... bien sûr, on ne peut pas parler quand on mange, mais quand on parle, l'air sort, quand on mange, les choses entrent. Et la dernière chose à se souvenir, c'est bien sûr quand on parle, on laisse rentrer un certain montant d'air ou sortir un certain montant d'air. Et puis si on veut crier, faire plus fort, bien, on veut sortir plus d'air. Et c'est comme ça qu'on contrôle le volume de notre voix. Alors, la trachée, l'air rentre dans la trachée et va se rendre vers nos deux branches. Alors, si on regarde notre schéma de nos poumons ici, on a la trachée. Comme ça. Je vais descendre un petit peu. On a la trachée. Ensuite, les deux régions ici, là et là, c'est ça qu'on va appeler les branches. On en a deux. Okay?
Alors ça, c'est un petit peu l'anatomie de l'appareil respiratoire. Alors, on va à la prochaine page et on voit un peu plus de détails sur les branches. Alors, on a la trachée ici, nos deux branches qui vont. Alors, on a juste un qui a été découvert, l'autre, c'est identique. OK? On a les deux branches qui vont. Ensuite, la prochaine petite branche qui sort du branche, alors le branche, il va jusqu'ici, jusqu'au bout. OK? Trachée, branche. Et les petits arbres, ou les petites branches qui sortent des branches, on va appeler ça des bronchioles. Alors, c'est comme branche, c'est le père, puis les bébés, c'est les bronchioles, les petits bronchioles. Et puis, au bout de chacun des bronchioles, c'est là où on va avoir les alvéoles, qui sont les petites poches d'air dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Vous allez remarquer que le cœur se retrouve pas mal au centre du corps. Normalement, quand on chante le Haut-Canada ou on chante un anthème ou quelque chose, on va placer notre main sur le cœur. Puis beaucoup de gens vont placer leur main en haut à gauche de leur corps. Mais le cœur n'est pas là. Le cœur n'est pas du tout là. Le cœur est vraiment au centre de la cage thoracique, très au centre du corps. Un petit peu à la gauche, mais pas beaucoup. Beaucoup localisé de façon relativement centrale. Entre les deux poumons. Au fond, ici, il y a un muscle très important. Okay? Puis on va parler de ce muscle-là dans quelques instants. On a un poumon gauche, un poumon droit, c'est sûr et certain. En fait, ça c'est le gauche, ça c'est la droite. À chaque fois qu'on parle d'une direction du corps, on pense à nous-mêmes. Okay? Alors, c'est toujours une perspective de nous-mêmes. Alors, pour cette personne-là, ça c'est le poumon de gauche, ça c'est le poumon de droite. On a le diaphragme. Le diaphragme est le muscle qui sépare les poumons avec le reste des organes digestifs du corps. C'est grâce au diaphragme qu'on peut laisser entrer et faire sortir l'air des poumons. Et puis on va parler de comment ça fonctionne dans quelques instants. On a ici les différentes parties énumérées au fond ici, des différentes parties. Alors on a les branches, il y en a deux. On a les bronchioles, qui sont des plus petits que les branches. Okay. Pas sur la photo, mais qui existent au bout des bronchioles. Comme je vous ai mentionné, on a les alvéoles. Okay. C'est des petits sacs toujours humides où se produit l'échange gazeux. C'est là où le dioxyde de carbone et l'oxygène est échangé. Okay. Ça se fait par diffusion simple ou des fois diffusion facilitée. Ça demande un peu d'énergie à 30%. L'oxygène gazeux rentre. C'est là où on fait l'échange. Okay. Normalement, on a deux lobes, poumon droit, poumon gauche. Puis dans le poumon gauche, en général, il y a toujours des exceptions, il est comme fait en deux parties. Puis le poumon droit, lui, va être fait comme en trois parties. Okay. J'ai aucune idée pourquoi que ça se passe, mais c'est souvent divisé en trois lobes sur un côté puis deux lobes sur l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est peut-être quelque chose que, si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez aller à l'Internet puis faire un peu de recherche. Mais j'en ai vraiment aucune espèce d'idée. Pourquoi ça se passe. Alors, l'anatomie du système respiratoire, vous l'avez ici. Il va falloir que vous l'étudiez, puis éventuellement, il va y avoir un quiz là-dessus. En fait, quand je vais revenir, je vais probablement faire un quiz, un petit quiz de 10 minutes. Je vais vous donner cette image-là avec les trous qui manquent, puis je vais vous demander de les remplir. OK? Mais ne vous inquiétez pas de ça immédiatement. La prochaine section, c'est sur le mécanisme de la respiration. Alors, on se souvient du diaphragme dont je vous ai parlé, le muscle qui nous permet de respirer. Bien, on va parler de ça plus en détail dans la section où on parle des mécanismes de la respiration. Et encore une fois, si on suit dans le manuel, OK, tout ce contenu, on passe à travers, comme je vous ai parlé ici. OK, on parle des différentes parties, les alvéoles, il y a plus de détails. Alors, vous allez avoir de la lecture à faire juste pour remplir des trous. Moi, je vous donne un grand survol. Si vous avez des questions, envoyez-moi-les. Et encore une fois, on va essayer de vous aider. Ici, on a un beau diagramme, un peu mieux défini que dans vos photocopies,
avec l'anatomie du système pulmonaire. Mais ce que je veux porter votre attention, c'est, bien sûr, encore une fois, le diaphragme. On peut voir les alvéoles ici, ça c'est intéressant, les petits sacs. Okay? Le sang riche en oxygène est rouge et le sang riche en dioxyde de carbone, il est bleu. Alors, on peut voir que le sang va circuler dans cette direction ici. Alors, le sang, il va être riche en dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone va sortir sous forme de gaz. Puis le sang va entrer, lui, et va se dissoudre dans le sang et se propager un peu partout dans le corps. Puis, on a des millions et des millions de sacs comme ça dans nos poumons. Puis, c'est ça qui nous permet d'aller chercher l'oxygène que notre corps a besoin dans notre système respiratoire. Maintenant, regardons le diaphragme. Okay? C'est grâce au diaphragme qu'on peut respirer. Alors, si on continue, on va sur la prochaine page. Ici, si on parle des mécanismes de respiration. Puis ce que vous allez voir, okay, c'est ce diagramme au fond ici. Puis je vais me rapprocher un petit peu parce que je veux vraiment... Ça ici, c'est une partie pas mal importante. OK, je vais juste ajuster un petit peu. Dans une minute. OK, je vais faire une mise à point. OK. Alors, vous voyez, nos poumons se retrouvent à l'intérieur de la cage thoracique. OK, direct là. OK, on a notre diaphragme ici. Maintenant, on a la plèvre ici. Ça, c'est une chose que j'aimerais que vous essayiez de trouver. C'est quoi? Je ne vais pas vous le dire. Ça va être une job à vous autres de savoir c'est quoi. C'est vraiment pas compliqué, mais prenez quelques secondes, allez à Wikipédia, trouvez c'est quoi la plèvre. Notre cage thoracique, ça c'est où on a nos os. Puis ce que vous allez remarquer, notre cage thoracique c'est pas un morceau. Okay? Les os flottent un petit peu grâce à des muscles qui se retrouvent entre les côtes. On appelle ça des muscles intercôtaux externes. Puis on a des muscles intercôtaux internes, des muscles qui sont à l'intérieur de la cage thoracique. Ces muscles-là permettent à la cage thoracique de devenir plus grande et de rapetisser, alors de changer de forme. Puis ça, c'est une bonne chose parce que l'air est un fluide. Alors, on a besoin d'entrer et sortir de l'air. Il faut qu'on change la forme. C'est comme une bouteille de Pepsi. Si je veux sortir l'air d'une bouteille, il faut que je la serre. Puis si je veux laisser entrer l'air, il faut que je la relâche puis la rentre. Les poumons agissent exactement de la même façon. Alors, normalement, on a notre diaphragme, notre gros muscle ici. OK. Quand on veut laisser entrer l'air, okay, le diaphragme devient détendu. Alors, il va relâcher. Okay? Alors, quand on inspire, le diaphragme devrait devenir relax. Okay? Alors, prenez quelques secondes, puis juste faites 3 ou 4 respires par vous-même, puis essayez de voir qu'est-ce qui se passe à votre diaphragme. Alors, faites une grande respiration. OK? Puis vous allez sentir votre muscle qui se retrouve en dessous des poumons, il devrait se détendre. Et puis, aussitôt qu'on veut sortir l'air de façon vraiment violente ou même juste rapidement, OK? Vous allez sentir votre diaphragme monter. Puis ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va rapetisser vos poumons pour pousser l'air vers l'extérieur de ton corps. OK? Alors ça, c'est qu'est-ce qui se passe? Le diaphragme est le muscle qui nous permet de respirer. Si jamais vous avez déjà été éventé, tu joues au football, tu te fais frapper vraiment fort, souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ton diaphragme devient il perd son sens, puis il ne sait pas quoi faire parce qu'il s'est fait frapper vraiment, vraiment fort, et puis tu as de la misère à respirer quand tu as perdu ton vent. Ça, c'est dû au fait que tu as donné un gros choc à ton diaphragme. Maintenant, le diaphragme est un muscle très important. Si on fait l'exercice, on a besoin de respirer beaucoup, on a besoin d'avoir un bon échange gazeux. C'est une bonne chose à exercer comme athlète. D'autres gens qui exercent beaucoup leur diaphragme, qui ont besoin d'exercer beaucoup de contrôle, c'est les gens qui chantent professionnellement. Parce que tu devrais chanter en utilisant ton diaphragme pour expulser l'air
Et en utilisant ton diaphragme, utilisant ton diaphragme de façon plus efficace, tu vas sauver toutes sortes d'autres parties de ton corps. Alors ici, on explique le processus. Alors dans l'inspiration, alors ça c'est quand l'air entre, les muscles intercostaux se contractent, alors il devient relativement solide, qui se soulève et dilate la cage thoracique. Simultanément, le diaphragme se contracte et abaisse. Les poumons se dilatent et l'air y pénètre. Et quand on expire, les muscles intercostaux se relâchent, ce qui permet à la cage thoracique de revenir à sa position normale. Le diaphragme se soulève et reprend sa forme convexe, les poumons sont contractés et l'air en sort. Alors, c'est vraiment comme, disons que tu as une balloune ou tu as un jouet comme un rubber ducky. Okay? Quand tu serres le jouet, l'air sort, puis quand tu le relâches, l'air entre de façon naturelle. Et puis ça, c'est comment l'air entre et sort toute la journée. C'est notre respiration, notre diaphragme qui monte, qui descend, monte, qui descend. Vous allez le ressentir un peu dans votre bedaine, mais c'est vraiment, le muscle se retrouve direct au fond où se retrouvent vos côtes. OK? Alors, je repositionne la caméra un petit peu plus haut. Je fais la mise au point. Alors, vous avez ça pas mal expliqué dans vos photocopies. OK? Encore une fois, je vais vous laisser faire un peu de lecture, mais ça, c'est expliqué dans cette section ici. Ça ici, c'est la page 6 de vos photocopies. On parle de l'inspiration, l'expiration en différentes parties, les muscles intercostaux, le diaphragme. OK? Et on va parler ici un peu de l'échange gazeux. OK? Ensuite, je vais vous laisser travailler un petit peu par vous-même. OK? Il s'avère que quand on respire, OK, c'est là où que l'échange gazeux se fait. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que à l'intérieur du corps, c'est là où on a une certaine quantité de dioxyde de carbone et d'oxygène qui se fait échanger. Maintenant, on pense qu'il y a beaucoup de dioxyde de carbone qui sort quand on expire, mais en réalité, la différence n'est pas si grande. Et puis, j'aimerais porter votre attention, vous allez voir tout ça qui se passe ici. Cette section ici est très importante à lire sur les échanges gazeux. Je vais vous le permettre de la lire. Mais si vous regardez ici, lors de l'inspiration, okay, c'est intéressant. Lors de l'inspiration, on absorbe environ 20,94% oxygène. Okay. L'oxygène et qu'est-ce qui rentre, c'est à peu près 0,04% dioxyde de carbone. Okay. Le reste de l'air qu'on respire, c'est en général de l'azote. Okay. Quand on veut expirer, puis si on était pour prendre un échantillon du gaz quand on expire, on remarquerait que ce gaz est 16,49% oxygène, okay, et environ 4,49% CO2. Okay. Alors, seulement environ, si on regarde tout ça, tu vas de 20 à 16% d'oxygène. Alors, c'est à peu près, même pas 4% de l'air qu'on inspire qui est dissous dans notre sang. Okay? C'est correct, mais ce 4%-là fait toute la différence. C'est sûr et certain qu'on respire plus vite, on peut faire sortir des petites quantités plus vite, puis ça nous permet de récupérer plus rapidement. Ça, c'est pourquoi que quand on se fait, disons, on se fait embarrer dans un édifice ou quelque chose, ou, même quand la quantité d'oxygène dans l'air diminue, on peut encore extraire une très grande quantité d'oxygène parce que notre système respiratoire n'est pas si efficace que ça. Okay? Bien sûr, après un bout de temps, ce 4%-là s'additionne et s'additionne dans l'air ambiante et ce 4% ici, ce 0,04 augmente et notre corps doit travailler plus fort pour extraire l'oxygène de l'environnement. Alors, ça ici, c'est une partie qui est pas mal importante
à voir. On va parler un peu plus de l'échange gazeux dans le prochain cours. Mais pour finir, ce que j'aimerais que vous faites, OK, je vais vous donner devoir pour terminer le cours. OK, en termes de lecture, c'est uniquement la lecture aujourd'hui. OK, j'aimerais que vous lisez les pages 1 à 7 de votre paquet. OK, alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire photocopie. OK, 1 à 7, donc c'est votre paquet. Et ensuite, dans votre manuel, OK, de Bio 11, j'aimerais que vous lisiez les pages 250 à 255, page 256 à 259 et page 260 à 264. Avec ça, vous devrez être pas mal occupé pour le restant de la période. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi-en ou demandez à madame. Faites un peu de recherche sur Internet, vous devrez être correct. On se voit au prochain cours et bonne chance.